Contact extraterrestre avec la planète Vénus. Vidéo exposant en résumé le contact extraterrestre avec Vénus, dont le contenu complet est à retrouver dans un article écrit du site contactstellaire.fr. Anne Givaudan est née en 1951 à Montpellier. Après quelques années d'enseignement en tant que professeur de français, elle s'est tournée vers une exploration intérieure profonde, devenant l'une des figures emblématiques des récits de voyages dans l'astral. Depuis les années 1980, elle partage ses expériences hors du corps dans une série d'ouvrages marquants, mêlant spiritualité, conscience élargie et contacts interdimensionnels et extraterrestres. Ses premières explorations se font aux côtés de son compagnon de l'époque, Daniel Meroy. Dès 1971, ils vivent ensemble des sorties hors du corps, guidés par un être bleu d'origine extraterrestre, qui deviendra leur principal instructeur. Ce guide n'est pas le seul être rencontré au fil des années, mais il est celui qui accompagne leurs premiers pas dans l'invisible. Leurs premiers livres, comme Récits d'un voyageur de l'astral en 1980, puis Terre d'émeraude en 1983, posent les fondations de cette œuvre commune où le voyage astral devient un moyen d'exploration d'autres plans de réalité. Leur guide leur montrera à une occasion une grotte contenant des vaisseaux spatiaux de type soucoupe volante, vus de très près, ou à des occasions, des informations sur la vie extraterrestre. C'est en 1996 qu'Anne Givaudan publie un ouvrage important intitulé « Alliance ». Ce livre relate une expérience singulière et profonde, un voyage sur la planète Vénus et une rencontre directe avec des Vénusiens et d'autres êtres extraterrestres, mais aussi la visite de vaisseaux mers ou d'une base lunaire. Plus tard, elle apprendra qu'elle-même n'est pas une âme d'origine terrestre. Il lui sera révélé qu'elle est une walk-in vénusienne, c'est-à-dire une conscience venue de Vénus, qui a intégré un corps humain déjà formé pendant l'enfance. En 2001, Anne Givaudan publiera un ouvrage entièrement dédié à ce transfert, qui a eu lieu dans le cadre d'un accord d'âme intitulé « Walk-in », où elle raconte les détails de cette transformation intérieure. Le contact avec les Vénusiens a eu lieu en sortie hors du corps, en état de voyage astral. Les êtres rencontrés lui ont précisé qu'ils auraient pu l'y amener physiquement, grâce à une technologie capable d'élever la fréquence de son corps, le rendant compatible avec leur monde. Mais comme Anne Givaudan avait l'habitude de voyager en astral, ce mode de contact était plus simple et naturel pour elle. Ce ne fut pas une seule visite, mais plusieurs. Elle explique que les expériences décrites dans le livre se sont déroulées sur plusieurs mois. Pour simplifier la lecture, elle a choisi de ne pas détailler les allers-retours successifs. Le livre Alliance, publié en 1996, est donc le fruit de ces nombreuses rencontres. Même si la date exacte des contacts n'est pas précisée, on peut supposer qu'ils ont eu lieu autour de 1995. Le contact pour la visite de Vénus s'est déroulé ainsi. Lors d'une sortie hors du corps, Anne Givaudan est attirée vers un lieu où deux êtres volumineux l'accueillent. Elle ressent immédiatement un amour profond émanant d'eux. Avant d'aller plus loin, elle passe par une douche éthérique destinée à nettoyer ses corps subtils de toutes les impuretés. L'un des êtres lui explique qu'elle aurait aussi pu venir physiquement en ajustant légèrement sa fréquence vibratoire, mais que ce n'était pas nécessaire dans son cas. Il lui dit qu'il se trouve dans un immense vaisseau mère, invisible à l'œil nu, mais stationné autour de la Terre. Ce vaisseau sert de sas de transition avant son départ vers Vénus, où elle va être enseignée. Anne Givaudan découvre que le vaisseau mère vénusien contient un vaste environnement naturel avec végétation luxuriante, rivières et ponts, recréant une harmonie vivante. Elle accède ensuite à une salle d'information, dominée par une grande sphère cristalline. Celle-ci affiche des images détaillées de la Terre, révélant la souffrance humaine et les déséquilibres de la planète. Une autre salle, dite des voyages, contient des corps en léthargie, utilisés par les Vénusiens pour leur mission à distance. Dans la salle des langues, un dispositif permet l'apprentissage accéléré des langues terrestres par association sonore et visuelle sans effort conscient. Elle visite aussi le hangar, où sont stationnés les vaisseaux d'exploration. À bord d'un petit appareil d'exploration descendu sur Terre avec elle, elle traverse la pyramide de Gizeh,
ressentant des picotements dus au passage de matière subtile. Le vaisseau devient invisible grâce à une technologie vibratoire. Les combinaisons des Vénusiens, blanches et sans couture, sont faites d'une matière vivante, réactive à leur état d'esprit. Une ceinture permet la communication et la protection contre les énergies terriennes. La structure même du vaisseau est constituée d'un matériau vivant, issu de la volonté de l'amour de ses créateurs. Les constructions sont réalisées par des artistes spécialisés dans la modulation du son et de la matière. Cela leur permet de produire des vaisseaux aux performances supérieures, capables de se rendre visibles ou invisibles selon la vibration choisie. Et les Vénusiens révèlent à Anne Givaudan que la Lune est maintenue artificiellement sur son axe, servant de base d'accueil pour les vaisseaux des civilisations confédérées. Sa face cachée abrite des installations connues des gouvernements terrestres, expliquant l'arrêt des missions lunaires. La Lune joue aussi un rôle subtil. Elle accueille les âmes en retard d'évolution, comme un satellite d'apprentissage. Depuis le vaisseau mère, Anne visite une base lunaire, sorte de lieu de transit entre les voyages interplanétaires. Elle y rencontre des êtres d'une délégation de représentants de nombreuses planètes qui se réunissaient pour échanger. Tous très différents, communiquant au-delà des langages. L'un a un seul pied et serait considéré comme difforme par un terrien. Un autre a une silhouette aux formes géométriques. Un être en forme de feuille la salue, exprimant l'espoir d'un jour voir la Terre participer à ces échanges, malgré les incompréhensions actuelles. Un autre être au visage félin explique que la Terre a été visitée à de nombreuses époques, apportant des savoirs essentiels à ces civilisations. Mais ces enseignements ont souvent été trahis ou déformés. Il invite les humains à revoir leur passé avec lucidité pour mieux choisir leur avenir. Avant qu'elle n'arrive sur Vénus, depuis la salle des informations du vaisseau mère, Anne Givaudan avait vécu une immersion directe dans le passé, observant à travers les yeux d'un homme noir vivant à l'époque de la Lémurie. Elle y découvre un monde enveloppé de brume, sensuel et harmonieux, où l'architecture s'intègre parfaitement à la nature. Son guide lui explique que cette civilisation de la race à peau noire, jadis florissante, a connu une décadence progressive. Forte de ses capacités psychiques et d'une résistance à la douleur, elle s'est tournée vers la conquête, l'asservissement et la débauche. Le cœur ayant été écarté, les éléments naturels ont fini par balayer cette culture. Seuls quelques sages ont transmis leur savoir par la tradition orale, dont subsistent aujourd'hui des traces déformées en Afrique. Toujours depuis la salle des informations du vaisseau, Anne Givaudan est projetée dans le corps d'un chercheur vivant à l'époque de l'Atlantide. Elle y découvre une cité ultramoderne, alimentée par une énergie pure et non polluante, où les véhicules glissent en silence au-dessus du sol. Les bâtiments sont faits d'un cristal inconnu, et la technologie y est très avancée, notamment dans le domaine génétique. Le chercheur qu'elle incarne travaille sur l'implantation d'idées négatives dans des organismes vivants, comme la création de la tique, qui a été créée par les Atlantes et est issue de manipulations mentales. Après avoir quitté son laboratoire, il se rend vers un palais majestueux pour présenter sa découverte à un conseil gouvernant, formé de 12 hommes et femmes, guidés par un autre cercle subtil. Jésus y aurait été le premier législateur. L'Atlantide, tournée vers la science, a peu à peu oublié le cœur, basculant dans la recherche de pouvoir. Les Vénusiens précisent que la Lémurie et l'Atlantide ont chacune développé un pan essentiel de l'humain. La première, l'intuition et la sensibilité, la seconde, le savoir et la technologie. Mais les deux ont aussi légué leurs dérives. Les Vénusiens expliquent à Anne Givaudan que la mission de l'humanité actuelle est de retrouver le chemin du cœur, à travers la compassion, la tendresse, le respect et l'amour véritable. Les humains cherchent à l'extérieur ce qu'ils n'ont pas encore découvert en eux, la capacité de s'aimer. L'enseignement de Jésus sur l'amour de soi et des autres a souvent été mal compris. Sans amour pour soi-même, il est impossible d'aimer pleinement autrui. La Terre, être vivant, a sacrifié son équilibre pour permettre cette expérience humaine, mais elle atteint ses limites. Un basculement est proche. La planète changera d'axe et de vibration. Ce passage peut être une destruction ou une transformation, selon le niveau de conscience atteint. Si l'humanité s'élève intérieurement, elle pourra accompagner ce changement en harmonie,
et passer à un plan de vie supérieur. Ce n'est qu'après ces premiers échanges qu'elle est emmenée à plusieurs reprises sur Vénus pour y vivre des visites et des rencontres. Somalta et Bjarwa seront ses guides pour ses courts séjours sur la planète Vénus et lui donnent leur nom en se présentant à elle. Le monde de Vénus, visité par Anjivodan, est doux, harmonieux, baigné de lumière et profondément apaisant. Les Vénusiens qu'elle rencontre ont une apparence très proche de celle des humains. Ils sont grands, minces, presque androgynes. Leurs cheveux blonds, mi-longs, encadrent un visage fin et ovale. Leurs vêtements épousent naturellement le corps, fait d'une matière fluide et lumineuse avec des teintes changeantes. Même leur aura émet des vagues colorées qui dansent autour d'eux comme un prolongement de leur être. Le paysage est verdoyant, ponctué de collines douces et d'herbes moelleuses. Près d'un lac clair, tout invite à la paix intérieure. Pourtant, au loin, Anne aperçoit une mer noire, épaisse et huileuse. Un guide lui explique qu'il s'agit d'un ancien océan de pétrole, aujourd'hui transformé peu à peu en eau claire, grâce à une technologie vibratoire basée sur la lumière et le son. Autrefois, Vénus aussi a connu la pollution. Ils ont su en sortir et rappellent que la Terre possède déjà les moyens de le faire, mais que certains bloquent délibérément l'accès à ces solutions. Sur Vénus, une grande partie de ce qui est utilisé est créé par la pensée. Lorsqu'un objet n'est plus utile, il se désagrège et retourne à l'élément d'origine. Cette création est possible à condition que chaque composant provienne de la matrice naturelle. Le beau est toujours présent, mais dans une forme simple, sans ostentation. Chaque chose est pensée selon l'énergie du lieu et le rôle qu'elle doit jouer. Note: cette description est tout à fait identique à celle donnée par Omnekonek, qui raconte sa vie d'ancienne vénusienne, avant densification vibratoire pour vivre sur Terre depuis 1954. Les Vénusiens ne vivent pas dans des villes, mais dans de petits villages. Chaque maison est conçue selon les préférences de ceux qui y habitent, même si la notion de propriété n'existe pas vraiment. Les communautés sont autonomes et libres. La vie est rythmée par le choix de chacun, dans un esprit de familiarité et de respect. Dans certains lieux, comme sous un grand dôme translucide, la lumière vient de toutes parts. Des jardins, des cascades et des ponts ornent l'intérieur. Et tout est conçu pour maintenir une température stable. Les formes et matériaux sont choisis pour diffuser des énergies spécifiques adaptées aux besoins des êtres présents. Note: on est aussi dans une parfaite adéquation avec les descriptions de lieux de vie faits par Omnekonek, des petits villages, la forme des logements et leur intégration avec la nature. Anne Givaudan découvre une maison vénusienne aux formes arrondies, entourée de verdure. Elle n'a ni angle droit ni hauteur imposante. Tout est conçu pour favoriser la tranquillité et l'harmonie. Les maisons sur Vénus servent avant tout à se ressourcer. Elles sont pensées selon les besoins de ceux qui y vivent, sans notion de propriété. Les angles sont évités car ils bloquent les flux énergétiques. Chaque structure est alignée avec les forces de la nature et les recommandations des dévas, des intelligences invisibles qui veillent sur la vie. Dans une pièce dédiée aux communications, Anne est invitée à observer des images de la Terre projetées sur un mur. Les informations reçues concernent des faits importants. Découvertes sous le Sphinx, liens entre certains dirigeants et des entités non humaines, campagne de désinformation et manipulation par la peur. Pourtant, aucune dramatisation, seulement des faits, transmis avec calme. Cette salle est aussi un lieu d'échange culturel. Les Vénusiens utilisent d'autres formes de communication plus subtiles, au-delà des mots et des écrans. Anne est ensuite accueillie dans une maison temporaire, où elle se sent immédiatement intégrée. Elle y découvre une garde-robe étonnante, des vêtements sans couture, faits d'une matière souple, douce aux couleurs changeantes. Les tuniques, pantalons et robes sont conçus d'un seul tenant, pour préserver les énergies vitales. Les couleurs varient selon l'émotion, l'activité ou l'aura. Les ceintures sont plus qu'un accessoire. Elles contiennent des gemmes, agissant comme des stabiliseurs énergétiques, équilibrant le haut et le bas du corps. En essayant une tenue blanche nacrée, Anne ressent une paix intérieure profonde. Les vêtements s'adaptent à la morphologie et ne s'usent pas. Lorsqu'ils le sont plus utiles, ils sont dissous pour retourner à leur élément d'origine. Les bijoux sont rares,
mais peuvent être portés pour soutenir une capacité précise, comme Jarwa qui porte un pendentif pour renforcer ses facultés psychiques avant une réunion importante. Note, ces descriptions des vêtements sont encore en accord avec les descriptions d'Omnekonek. La nourriture sur Vénus est délicate et subtile. Elle est composée de particules vitales contenues dans l'air, mais aussi de fleurs, de graines, de fruits et de miel. Les boissons sont préparées avec soin, à partir de pétales infusés dans de l'eau, influencés par le soleil et certaines planètes. Chaque infusion possède une qualité propre, agissant sur le corps ou la conscience. Les aliments sont choisis intuitivement selon leur couleur, leur parfum ou les symboles gravés sur les carafes de cristal qui les contiennent. L'intuition est ici une capacité cultivée dès l'enfance. Le miel, comme le maïs ou certains fruits, sont offerts dans le respect des lois de la vie. Les Vénusiens affirment avoir apporté sur Terre des semences nourrissantes dans l'espoir de réduire la faim. Mais leur action a été déformée par ceux qui cherchent le pouvoir. Ils insistent sur une distinction claire. Ramasser une plante n'est pas la détruire. Et rien n'est prélevé sans échange, sans conscience. La destruction pour le profit leur est totalement étrangère. Pour eux, seul l'amour permet une évolution durable. Note, la façon de se nourrir est aussi en accord avec ce qu'en dit Omnekonek. Sur Vénus, l'éducation commence très tôt. Anne assiste à un cours de télépathie donné à 2 jeunes enfants par un tuteur. Revêtus de tuniques oranges, ils se concentrent profondément. Un signal reçu mentalement déclenche l'apparition d'un instructeur lumineux, projeté au centre de la pièce. Il leur transmet des symboles, puis les guide dans des exercices de transmission mentale d'images. Tout se passe dans le calme, sans tension ni agitation. Les enfants sont concentrés, stables, attentifs, bien plus que ce qu'on observe souvent sur Terre. Après ce cours, ils sont invités à se connecter à leur essence profonde, un exercice essentiel pour orienter leur vie. Plus tard, ils rejoindront un centre de sagesse où des enseignants expérimentés leur apprendront à maîtriser leurs pensées, à respecter leurs émotions et à servir le bien commun. Ils apprennent à dire oui ou non sans culpabilité, à manipuler les énergies, les sons et les formes pour créer, guérir ou apaiser. Les enseignements ne se limitent pas à l'intellect. Les enfants étudient aussi les effets des sons, des couleurs et des formes sur le corps et l'esprit. L'éducation inclut des exercices de respiration, de visualisation et de méditation. Chaque élève est guidé selon ses compétences, sans pression ni compétition. Les enseignants sont choisis pour leur expérience et non pour un diplôme. Le savoir se transmet avec bienveillance dans de petits groupes. Anne visite ensuite une école de sagesse. Elle s'y rend à bord d'un véhicule silencieux, sans toit, glissant dans l'air. Le bâtiment est magnifique, fait d'un matériau cristallin aux reflets changeants. Tout autour, la nature est paisible. Un robot accueille les visiteurs, mais son usage est rare sur Vénus. Les enfants, sans sac ni outils, se dirigent seuls vers leur lieu d'apprentissage. Ils apprennent à mémoriser par présence intérieure, et non par répétition. Leur mémoire retient ce qui est utile à leur évolution. Dans une somme, 10 enfants travaillent devant des écrans intégrés au mur. Une sphère d'énergie flotte près du sol, émettant une puissance que leur corps subtil peut supporter. Les enfants manipulent des dispositifs, réagissent à des images en mouvement qui montrent des particules, des formes, des flux énergétiques. Ils apprennent à percevoir comment la pensée influence la matière vivante jusqu'à la cellule. Tout ici est conçu pour élever la conscience dès le plus jeune âge. L'éducation vénusienne unit esprit, corps, énergie et beauté dans une démarche intégrée et paisible. Note. L'éducation et les écoles de sagesse sont en très bon accord avec ce qu'avait décrit à ces sujets Omnekonek. Sur Vénus, l'union entre 2 êtres repose sur le respect, la liberté intérieure et l'harmonie. La notion de liberté n'est pas perçue comme une indépendance individuelle sans limite, mais comme un engagement conscient envers l'autre, dans la clarté et la bienveillance. Il n'y a ni contrainte ni possession. L'amour s'exprime librement dans le respect des grandes lois de la vie. Les Vénusiens considèrent que la sexualité sans amour appauvrit l'être. À l'inverse,
Lorsque le corps, l'âme et l'esprit sont unis dans l'amour, l'acte devient création. Il voit cette union comme une extension du divin. L'homme et la femme ne sont pas opposés mais complémentaires. Leurs corps sont des sanctuaires. À travers l'union, ils peuvent faire naître une énergie créatrice, bien au-delà de la simple reproduction. Sur Vénus, la mort n'est pas redoutée. Elle est perçue comme une transition aussi naturelle que la naissance. Lorsqu'un être sent que son cycle est accompli, il choisit de quitter son corps pour en revêtir à nouveau, afin de poursuivre son évolution avec des données plus actuelles. Dans une salle de désincarnation baignée de lumière douce et de musique harmonieuse, l'individu se détache paisiblement de son enveloppe physique, entouré par un guide de confiance. Ce processus, préparé à l'avance, s'inscrit dans un plan d'incarnation précis, conçu en accord avec les futurs géniteurs et la mission de vie. Sur Vénus, la durée de vie moyenne est de 500 ans, et l'apprentissage dès l'enfance vise l'autonomie rapide. La famille d'accueil joue un rôle de soutien, sans attachement possessif, ni rapport hiérarchique. L'amour est offert librement, indépendamment des liens biologiques. Après sa désincarnation, l'être part pour un temps de préparation, afin de faire le point sur son existence passée. Il revoit les expériences vécues, avec l'aide de son guide, et identifie les leçons apprises ou à poursuivre. Ce passage est calme, serein, dépouillé de peur ou de drame. Il rejoindra ensuite d'autres entités évoluées pour planifier sa prochaine incarnation. La notion de famille est vue comme temporaire et fonctionnelle. Les liens véritables sont ceux de l'âme, tissés au fil des existences. Sur Vénus, chacun sait que l'existence ne s'interrompt jamais. Elle se transforme, évolue et continue selon un rythme choisi en pleine conscience. Note: la durée moyenne de vie de 500 ans est en accord avec ce que dit Omniakonek à ce sujet. Anne assiste à une réunion interplanétaire exceptionnelle sur Vénus, réunissant 12 sages, chacun représentant une planète alliée. La salle, baignée de lumière douce, est centrée sur une sphère cristalline d'énergie. Les membres, répartis équitablement entre polarités masculines et féminines, se réunissent pour statuer sur le sort de la Terre, en pleine phase critique. Le Conseil exprime ses inquiétudes face à l'ignorance persistante, aux manipulations et à l'inaction humaine. Il rappelle que l'intervention directe est interdite, mais que leur présence discrète inspire déjà certains terriens. Tous s'accordent à dire que l'avenir dépend d'un choix collectif clair et d'un engagement profond pour sortir de l'enfermement actuel. Chaque sage exprime une perspective unique. L'un alerte sur les conflits universels en lien avec ceux de la Terre. Un autre souligne la nécessité d'associer science, conscience et énergie subtile. Un thérapeute évoque l'émergence d'une force nouvelle, née de l'union entre le cœur et l'intelligence. Le délégué de la Terre conclut: le temps est venu de confier le destin de la planète à ses habitants. Seul l'amour permettra la véritable connexion avec les mondes supérieurs. Un petit être clôt la séance en rappelant l'essentiel. La transformation passe par la simplicité, l'authenticité et la conscience du divin en soi. C'est à chacun d'oser l'instant de l'union. Anne Givaudan perçoit dans un brouillard dense l'apparition de 3 êtres majestueux. Leur présence dégage un profond respect, non par crainte, mais par l'intensité d'amour qu'ils inspirent. Leurs corps, fluides et mouvants, semblent faits d'énergie plus que de matière, comme des flammes vivantes enveloppées de tissus lumineux. Ces entités proviennent d'un monde très proche du Soleil, appartenant au peuple solaire. Leur énergie est si puissante qu'elle pourrait altérer ou détruire la matière environnante si elle n'était pas accueillie dans un environnement préparé. Le contact avec elle n'est possible qu'avec des êtres suffisamment transparents intérieurement, c'est-à-dire dont les vibrations sont claires et harmonisées. C'est pourquoi ces présences ne se manifestent que brièvement, en des lieux précis et auprès de personnes préparées parfois sans qu'elles le sachent. Un contact non anticipé pourrait provoquer de graves déséquilibres, comme une surcharge énergétique ou un effondrement intérieur. Ce type de rencontre demande un cœur ouvert et une grande stabilité intérieure pour pouvoir s'en approcher sans dommage. Dans un centre de soins en forme de pyramide, Anne
observe une représentation vivante d'organes internes de Vénusiens. Elle remarque un immense cerveau, entièrement unifié, sans séparation entre les hémisphères, et de très grands poumons fonctionnant lentement, entrecoupés de longues pauses. Note: ceci est en accord avec une information d'Omnekonek, qui disait que les terriens descendants de Vénusiens, habitant sur Terre, ont subi en Lémurie une attaque de Pléiadiens conquérants, qui ont cherché à couper les terriens de leur connexion spirituelle, en séparant le cerveau alors unique en 2 lobes, pour enfermer les capacités psychiques de connexion spirituelle dans l'art des 2 lobes sous le seuil conscient. Anne visite une salle située sous une petite pyramide dédiée à la guérison des mémoires. Ce lieu est conçu pour aider les êtres à se libérer des souvenirs bloquants issus du passé, de cette vie ou d'autres. 3 méthodes sont utilisées. Revisiter l'événement pour l'intégrer, changer la perception qu'on en a, ou, la plus intrigante, transformer la scène elle-même en changeant des choix dans la scène du passé, alors modifiée, avec des effets immédiats sur le présent dans le psychisme de l'être, pour éliminer un traumatisme par exemple. Les murs de la pièce sont faits d'un matériau capable de capter et refléter les mémoires. Toute intervention repose sur une prise de conscience, sans culpabilité ni regret. Pour les habitants de Vénus, agir ainsi, une fois qu'on a évolué, est naturel, car l'esprit, même si le corps est limité, peut modifier le passé de manière réelle et transformatrice. Anne visite aussi une salle qui abrite une bibliothèque particulière, où les livres rayonnent chacun d'une aura propre. La lecture y est instantanée, intuitive, et permet une assimilation directe du contenu à plusieurs niveaux. Les ouvrages contiennent les récits des civilisations passées, présentes et même futures. Certains livres sont encore vierges. Ils enregistreront au fil du temps les choix des civilisations à venir, dont celle de la Terre. Ces livres témoignent que l'avenir n'est pas figé, mais en constante écriture. Le message final invite l'humanité à délaisser les illusions matérielles pour embrasser la joie, l'amour et l'essentiel de la vie. Il a été expliqué à Anne que depuis 18 millions d'années, des civilisations stellaires bienveillantes, dont les Vénusiens, ont choisi de soutenir la Terre dans son développement, respectant son libre arbitre et plaçant leurs vaisseaux mères en des lieux sacrés pour diffuser des énergies positives. D'autres entités, au contraire, ont cherché à exploiter la planète et ses habitants, imposant des manipulations mentales et génétiques. Une division s'est ainsi formée entre ceux qui œuvrent dans l'amour et ceux qui agissent par domination. L'histoire de la Terre est marquée par des migrations stellaires issues de planètes détruites ou asséchées. Pour éviter un contrôle unilatéral, un accord a été conclu entre planètes confédérées, envoyant des délégués de divers mondes. La Terre est ainsi devenue une planète école unique, mélangeant des races, des savoirs et des expériences diverses. Certains groupes, comme ceux d'Orion, ont tenté de bloquer l'évolution, tandis que d'autres, comme ceux de Vénus, Jupiter ou Mars, ont aidé par la transmission de savoir et d'énergie vibratoire. Au fil des millénaires, des expérimentations génétiques ont engendré géants, cyclopes ou encore yétis, et les habitants de la Terre, issus de nombreuses origines, ont progressivement oublié leurs capacités initiales à cause de la gravité et du temps. La seule voie véritable de redécouverte reste celle de l'amour. La Terre, en tant que chakra cosmique, joue un rôle essentiel. Les perturbations de son énergie influencent tout l'équilibre universel. Pour la soutenir, les planètes alliées ont initié des contacts plus fréquents depuis les années 1950. Malgré le rejet social, certains êtres humains ont accepté de transmettre les messages reçus, tandis que d'autres ont même accueilli temporairement des consciences extraterrestres dans leur corps. Enfin, les civilisations guérisseuses, comme les Atlantes, les Esséniens ou les Hopis, ont transmis les techniques enseignées par ces êtres. Ce savoir est encore actualisé aujourd'hui par des guides, tels que Joalcool, via des canaux de communication subtils. Un petit mot est donné sur les crop circles. Ces figures géométriques, apparues surtout dans les champs de blé, sont à la fois perçues comme des canulars humains et des messages extraterrestres. En réalité, certains d'entre eux proviennent des planètes confédérées, comme un don offert aux humains pour stimuler leur réflexion.
Ces formes véhiculent des ondes puissantes et renferment des données précieuses liées à la physique nucléaire, à l'espace-temps et à la structure du corps humain. Leur compréhension pourrait révolutionner la médecine et la perception de la condition humaine. Cependant, des forces opposées comptent aussi créer des copies imparfaites pour semer le doute. Bien qu'elles imitent l'aspect visuel, leur création reste vide de toute énergie bénéfique. Ce conflit, autour des crop circles, illustre la division entretenue sur Terre. Mais ces oppositions perdront toute importance lorsque l'humanité cessera de leur accorder de la valeur. Au fil des années, les contacts de Anne Givaudan avec des êtres d'autres planètes se sont multipliés. Si Alliance fut le premier grand livre public sur ces communications, d'autres informations, éparpillées dans divers ouvrages de voyage dans l'astral, viendront approfondir et élargir cette connexion. Et certains livres seront plus dédiés aux contacts extraterrestres, avec comme exemple fort l'ouvrage « Révélation galactique pour un monde nouveau », publié en 2022, où Anne Givaudan compile une série de messages et de rencontres et voyages avec une diversité de civilisations cosmiques en lien avec la Terre et leurs actions liées à eux. Si vous êtes intéressé à en savoir plus, un article complet dont est issue cette vidéo résumée est à retrouver sur le site contactstellaire.fr, où vous trouverez le lien vers l'article dans le descriptif attaché à cette vidéo.